Amis rêveurs, bonjour. Je vous présente un extrait d'atelier sur les pierres de pouvoir. Il fait suite aux vidéos sur les animaux de pouvoir et les plantes de pouvoir que je vous conseille de regarder pour mieux comprendre le sujet. On va pouvoir démarrer tranquillement notre matinée. Oui, je disais à propos des rêves, il y a des choses extrêmement que l'on retrouve partout dans les rêves, ce qu'on appelle des archétypes et les archétypes qui s'expriment par symboles. Et ces symboles vont être culturels, familiaux, personnels. Un triangle dans une culture, lorsqu'on rêve par exemple d'un triangle, un triangle dans une culture ne sera jamais la même chose, ne s'interprétera pas de la même chose par exemple, selon une culture d'Afrique du Nord ou selon une culture asiatique. Dans certaines cultures, un triangle va être quelque chose de négatif, dans d'autres cultures, il sera positif. Donc, il faut vraiment à chaque fois saisir le contexte de la personne, le contexte culturel, le contexte familial, le contexte également personnel dans le sens, si on rêve d'une forêt lorsqu'on a un certain âge, ce n'est pas forcément positif, comme si on avait 18 ou 20 ans ou 25 ans. Ce n'est pas la même chose, notamment selon l'aspect de la forêt, si la forêt est dense ou pas. Donc, bon, on n'est pas là pour te parler des rêves, mais Samy, bonjour. On te voyait hyper concentré tout à l'heure et je disais, waouh, tu as l'air très concentré. Et Yves m'a dit que tu avais fait un excellent travail sur les rêves et sur ton site. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a embrayé sur les rêves pour Ah, en... Voilà, c'est ton ça y travail. est. Merci. Et moi qui voulais enchaîner avec Yves, si tu veux, je t'enverrai un petit protocole pour les implants. Eh Ou ben, je voilà. peux même le Super. partager sur le chat. Super. Merci, Samy. Je Voilà. vais le partager sur le chat. Alors, comme quoi, vous voyez, on se retrouve pour les pierres et on commence à parler des rêves et on commence à parler d'un plan. Donc, tout vient selon la journée, selon ce qu'on fait. D'ailleurs, je rejoins les rêves et ce que dit Yves, ce que tu as dit. La dernière période aussi, je me suis senti très, très attaqué et on me prévenait que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider et la personne qui devait venir, elle n'a pas pu. Et finalement, il fallait que je me débrouille tout seul. Et j'ai mis de côté tous les enseignements énergétiques que j'ai appris et j'ai mis des tambours et j'ai fait un voyage en appelant la compagnie et toute l'équipe qu'on a ramassé ces derniers mois, je dirais, pour m'aider à me soulager. Je ne sais pas si tout est propre, mais en tout cas, la crise est passée. Mais le principal, et je reviens là-dessus puisqu'on en a parlé tout au début, le plus important, c'est de récupérer votre pouvoir personnel. Et vous Ouais, n'aurez pas besoin de ceux qui vont ramener les chakras et faire je ne sais quoi, oui, etc. c'est Parce sûr. qu'à partir du moment où vous êtes votre propre maître, alors je ne dis pas qu'il n'y a jamais plus rien à apprendre, au contraire, on est toujours en train d'apprendre et d'évoluer et d'avoir des outils, et ça, c'est important. Mais le plus important, c'est que vous soyez maître de ce qui vous arrive et de votre destinée. Et ça, on le fait avec, avec nos alliés, différentes choses. Alors maintenant, dans les rêves, il y a rêve et rêve. Il y a des rêves du point de vue chamanique qui ne sont pas la même chose que les rêves personnels qui sont de l'ordre de la balade dans l'astral, ce qui est très différent. Et on peut Oui, effectivement se faire attaquer. Ce n'est pas la même chose. Donc, et même dans les rêves, entre guillemets, ordinaires, c'est-à-dire quand on n'a pas de formation, quand on peut ne pas avoir de formation dans le domaine chamanique, parce que la formation dans le domaine chamanique, c'est pas dans une école qu'on va l'avoir, c'est avec des outils, en appliquant des outils. Et il y a des personnes qui, énergétiquement, sont propices à ça, et qui peuvent, même sans avoir rencontré qui que ce soit, avoir on va dire, des fonctionnements ou des événements qui relèvent de l'ordre du chamanisme, entre guillemets. Alors, dans le domaine chamanique, on décode les grands rêves et les petits rêves, c'est-à-dire les rêves qui s'adressent à la personne et les rêves qui s'adressent à la communauté.
Et dans une communauté traditionnelle, ce que l'on fait, c'est de toute façon, systématiquement, le matin, on se lève, on partage ses rêves. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on fait systématiquement. Et quand je faisais mes ateliers avec Robert Moss, bon, j'ai fait ça pendant pas loin d'une quinzaine d'années avec lui. Et si vous voulez, tous les matins, on appelait ça le chamanisme du petit déjeuner. On se retrouvait à la table du petit déjeuner et on échangeait sur nos rêves et on faisait entre guillemets, une technique qui s'appelle si c'était mon rêve, pour ne pas s'approprier de l'énergie du rêve de l'autre. Et on donnait une version, ben, si c'était mon rêve, je dirais ça et ça. Je dis pas que c'est juste. Voilà ce que je ferais si c'était mon rêve. Et la personne, s'il y a cinq, six personnes autour de la table, la personne prend ce qui résonne en elle à ce moment-là. Voilà. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs quand on a une famille, quand on a des enfants ou des petits-enfants. On les réunit quand on les a en vacances, on discute avec eux et on les fait parler de leurs rêves. Vous verrez, c'est très sympa. Et ça permet aussi de dédramatiser certaines choses. Et en rêve, et après j'arrive sur notre sujet quand même, c'est un petit aparté du matin, le petit déjeuner justement, et en rêve, et pas pour Chloé qui est à plus de 19 heures le soir, mais le rêve, si vous voulez, ça, quand il y a une attaque dans les rêves, parce que ça arrive aussi, ce n'est pas forcément une entité externe. C'est également quelque chose qui est en lien avec nous. Ça peut être une confrontation avec l'ombre, tout simplement. L'ombre qui est une de nos composantes que l'on ignore. Mais alors ce qu'on doit en général faire quand on est poursuivi par une figure d'ombre, par quelque chose dans un rêve et on a peur, on a un cauchemar, ce qu'on fait en général, c'est lorsqu'on a un peu d'entraînement, et si vous voulez, l'entraînement, ça peut être juste de se dire avant de se réveiller, avant de se coucher, pardon, s'il Hmm. m'arrive quelque chose, je veux confronter ce personnage si c'est un rêve récurrent. Et on se confronte à la figure menaçante. À ce moment-là, on se retourne, on finit, vous verrez dans le rêve, on finit par se retourner et on lui dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu me confrontes? Que viens-tu faire dans ma vie? Et d'ailleurs, on a une autre technique chamanique, c'est le retour dans le rêve. Je crois que je ferai un week-end l'année prochaine comme ça pour travailler là-dessus. C'est le retour dans le rêve, le retour dans un voyage chamanique et la traque dans un rêve et dans un voyage chamanique. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important parce que si on n'a pas suffisamment, entre guillemets, d'énergie, je parle toujours d'un point de vue chamanique, pour, dans un rêve, être conscient, dans un cauchemar et de se dire, voilà, maintenant je me retourne et puis j'affronte le monstre vert et gluant qui est en train de me courir après. Mais si on ne l'a pas, on peut le faire dans un voyage chamanique. On a un protocole précis pour le faire. Voilà. Et ça permet de confronter des aspects en nous euh, pour lesquels on n'a pas besoin de l'intervention de quelqu'un. Parce que fondamentalement, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre, l'acte le plus intime qui soit, c'est pas du tout un acte sexuel, c'est le fait d'entrer dans le rêve de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on fait quand on travaille en groupe. On fait des tracks et la track, c'est entrer dans le rêve de quelqu'un. Avec évidemment la permission de quelqu'un, il y a des protocoles, hein, on rentre pas comme ça. Voilà, il y a toute une éthique et un protocole, mais c'est l'acte le plus intime qui soit. Parce que même quand vous avez une relation, on va dire physique avec une personne, vous n'êtes pas dans son, on va dire, dans son inconscient, Mhm. entre guillemets. Vous n'êtes pas là-dedans. Et c'est bien plus intime. Voilà. Donc, on a plein de choses. Et on peut faire des tracks avec des gens qui sont décédés aussi, hein. Le rêve, on va dire, c'est pas pour rien qu'un chaman, avant toute chose, est un rêveur.
Si vous rencontrez, et je le répète, je vais devoir l'enregistrer, je crois que ça sera plus simple. Si vous rencontrez quelqu'un qui se dit chaman, posez-lui toujours la question discrètement. Ah, ben moi, les rêves m'intéressent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous rêvez? Et si la personne vous dit, bah non, je ne rêve pas, ou ça m'intéresse pas, vous pouvez cliquer poubelle, hein, parce que c'est pas un chaman. C'est peut-être un très bon énergéticien, un bon magnétiseur, un bon tout ce que vous voulez, mais c'est pas un chaman. Ce n'est pas un chaman. Les chamans sont des rêveurs et il y a des langues autochtones aux États-Unis, partout d'ailleurs dans le monde, pas qu'aux États-Unis, dans la langue inuit, enfin inuktitut, dans l'Arctique, etc. Le rêveur, on a le même mot pour dire rêveur et le même mot pour dire chaman. Dans la langue mohawk, par exemple, je ne me souviens plus du mot, mais en tout cas, le mot rêveur et le mot chaman sont les mêmes. Voilà. Et c'est pour ça que le rêve est extrêmement important. Maintenant, attaquons de front notre week-end sur les pierres. Voilà. Alors, la pierre est... Alors, il y a trois règnes. Pour les chamans ont différents alliés. Les trois alliés qui nous sont, on va dire, accessibles en tant qu'êtres humains ordinaires, n'ayant pas été entraînés par des esprits, etc., ce sont les alliés des mondes, du monde animal, donc tout ce qui est nos alliés de pouvoir, des animaux, etc., qui peuvent être des animaux fantastiques pour certains, ça peut être un dragon, ça peut être un griffon, un phénix, etc., des animaux qui ont existé à la préhistoire, un dinosaure ou des animaux qui existent encore aujourd'hui. Ensuite, il y a, alors là, ce sont souvent, le règne animal est en lien avec ce qui nous fait agir, avec l'action dans le monde concret, matériel. Ensuite, il y a les alliés du monde végétal, c'est-à-dire tout ce qui est plantes, donc les arbres, les fleurs, les plantes, l'herbe, toutes les plantes. Peu importe la plante. Ça peut être des plantes alors c'est plus compliqué parce qu'on ne les reconnaît pas forcément. Ça peut être une plante qui existe sur une autre dimension, ça peut arriver, ou des plantes qui ont existé. Alors il faut savoir que la plupart des plantes, beaucoup de plantes sont extrêmement anciennes. Donc ça, le règne végétal est en lien avec le souffle, c'est-à-dire tout ce qui nous est donné, ce qui insuffle l'énergie en nous pour nous exprimer dans la réalité matérielle. Et ensuite, le dernier allié auquel nous pouvons avoir accès sans sans aucune difficulté, sans que ça soit un danger pour nous, ce sont les alliés du monde minéral. Alors ça, ce sont des alliés qui sont moins connus, parce que beaucoup de chamans travaillent avec les plantes, beaucoup de chamans, évidemment, travaillent avec les animaux, mais un certain nombre travaillent avec les pierres, mais les véritables chamans axés totalement sur les pierres sont assez rares, parce que c'est une énergie extrêmement lente. Et c'est une énergie qui remonte à la construction, à la matérialisation de notre univers, c'est-à-dire au fait que notre univers s'incarne, se matérialise sur ce plan. Et donc, les pierres sont en lien avec la structure. Notre structure qui va nous permettre de tenir debout. Donc, d'un point de vue au niveau physique, c'est en lien avec notre squelette. Les animaux sont en lien avec les muscles. Les plantes sont en lien avec les poumons, la respiration. Et les pierres sont en lien avec la structure osseuse, avec notre squelette. C'est une structure, c'est en lien avec notre structure. Si notre structure n'est pas suffisamment solide, on va avoir énormément de mal à exprimer des choses dans la réalité concrète et matérielle.
Et notre structure doit être solide et tenir debout. Nous sommes des bipèdes jusqu'à présent, donc nous tenons debout sur nos jambes. Et notre structure, la structure de l'humain, elle est faite pour s'élever. Vous voyez bien on est en longueur par rapport à d'autres animaux. Et notre structure, et quelque part, nous représentons un pont entre la matière et le plan divin. Et notre structure doit être celle qui nous permet la transcendance, c'est-à-dire celle qui nous permet d'atteindre le plan divin. Le plan divin, c'est pas une religion. Attention. Vous vous exprimez dans la religion qui vous intéresse, si vous êtes intéressé ou branché par une religion, c'est tout simplement notre connexion au divin, notre connexion à la spiritualité. Voilà. Et personne n'a à vous dire, mais ça, c'est Dieu qui l'a décidé ou pas. Premièrement, si on pouvait dire ce que Dieu avait décidé, le pauvre Dieu serait très limité, ça serait pipeau. Donc, poubelle également là-dessus. La spiritualité, c'est quelque chose de très personnel. Cela n'a rien à voir avec une religion organisée. Évidemment, la plupart des êtres humains, alors sur ce plan extrêmement corrompu, le pouvoir est détourné par un certain nombre de personnages incarnés ou pas incarnés qui utilisent notre énergie et qui nous manipulent pour pouvoir avoir le pouvoir sur nous. Mais quand on commence à s'émanciper, on devient, on va dire, on reprend notre pouvoir spirituel également en main. Ce n'est pas pour ça qu'on ne fait pas d'erreur, mais ça, ce n'est pas le problème. Notre pouvoir spirituel et nous allons l'exprimer à un niveau personnel. Et c'est ça qui est important. Et c'est le plus important. Et d'ailleurs, pourquoi les différentes églises, quelles qu'elles soient, ont toujours persécuté les mystiques? Parce que les mystiques sont en lien direct avec le divin en eux, et donc le plan divin à l'extérieur, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Les religions instituées, les institutions religieuses détestent les gens qui sont indépendants, détestent ceux qui ont un lien direct avec, on va dire Dieu avec un D majuscule, mais je n'aime pas le mot Dieu parce que c'est un mot où on imagine tout de suite une chose assise sur un nuage, fluffy nuage, en train de jouer de la harpe, ou ce genre de choses, avec une grande barbe. Et en plus, c'est un homme, donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Les religions, les institutions ne veulent pas de ça. Et donc, comme tout, elles sont manipulatrices, quelles qu'elles soient. Même des institutions qui étaient au départ, parce que à la base, souvent, quand une religion se forme, c'est plutôt une philosophie, une manière de vivre, comme l'a été le bouddhisme, par exemple. Mais quand on voit ce que sont devenues les institutions bouddhistes dans certains pays, et notamment ce qui se passe actuellement avec les bouddhistes de Birmanie, qui sont devenus complètement secoués et qui prônent l'élimination de tous les musulmans, des communautés musulmanes en Birmanie et qui sont en train de les exterminer, ça n'a plus rien à voir avec l'enseignement du Bouddha, tout simplement. Voilà. Donc, lorsqu'on commence à devenir indépendant et qu'on commence à reprendre notre pouvoir personnel, évidemment, on, on est le mouton noir, on sort du lot et on n'est plus dans une religion. On est dans l'expression personnelle du divin et c'est intime et ça ne regarde personne d'autre que vous. Voilà. Et si vous voulez, le chamanisme a une particularité par rapport aux autres courants, entre guillemets, mystique ou religieux ou ce que vous voulez, c'est que il n'y a aucun dogme dans le chamanisme. Ça n'existe pas. Les gens qui vous disent, oui, dans le chamanisme, c'est comme ci, comme ça et comme ça, ben c'est qu'ils n'ont rien compris au chamanisme. On a 6 piliers du chamanisme qui sont 6 expressions et 6 manières de fonctionner dans le chamanisme. Mais le chamanisme, il n'y a pas un chamanisme, mais des chamanismes.
le chamanisme de l'Arctique ou des pays de la Sibérie n'a absolument rien à voir avec le chamanisme d'Afrique du Sud ou du Tibet, par exemple. Parce que le chamanisme est ancré dans un environnement, donc il va tenir compte des esprits de son environnement. Les esprits de la forêt amazonienne ne sont pas les mêmes que les esprits du Sahara. Il va tenir compte des esprits du lieu, des plantes, des animaux et des pierres du lieu. Donc à chaque fois, il va y avoir on va dire, une expression différente. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui se disent chamans ou qui sont peut-être même chamans, qui ne font pas de l'abus de pouvoir. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, en ce qui concerne les pierres sont en lien avec notre structure et ce sont les pierres qui vont nous aider à intégrer une meilleure ossature, une meilleure structure pour pouvoir nous exprimer dans cette réalité et pour pouvoir exprimer notre particularité, notre spécificité. Notre spécificité n'est pas celle du voisin. Elle n'est pas mieux, elle n'est pas moins bien, elle est. Point. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions sur ce que je viens de dire? Est-ce que le résumé est à peu près, ça donne une vision des choses ou pas vraiment? Samy, t'as l'air de douter. Ah, je dis, c'est une intro. On va voir la suite. Ah ben, après, ça dépend de vous, la suite, puisqu'on va faire les voyages. Mais Oui. est-ce que c'est... Bah, ça bah, donne- Vas-y, vas-y. et j'avais une petite question justement là-dessus, parce que vraiment, je n'ai presque aucune connaissance en matière des pierres, tout ça. Donc, est-ce qu'il faut avoir déjà un petit bagage en lithothérapie ou pas du tout? Absolument pas. Autrement, je ne l'aurais pas proposé. Il n'y a pas besoin Ok. d'avoir, il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance en lithothérapie pour pouvoir se mettre en contact avec une pierre, avec l'esprit de la pierre. Parce que dès qu'on pense qu'on doit avoir une connaissance, ben, ça veut dire qu'on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais par contre, évidemment, il y a des personnes qui s'y connaissent en pierre. Par exemple, ici, Dominique s'y connaît très très bien, va pouvoir peut-être nous guider, va pouvoir peut-être nous dire, bah, tiens, ça me fait penser à telle pierre ou telle pierre. Et on va voir selon ce que vous allez recevoir, sachant que lorsque vous faites un voyage, vous pouvez demander le nom de la pierre elle-même. C'est ça qui est important. Vous demandez à la pierre comment elle s'appelle. On verra si vous avez des réponses. Mais on n'a pas besoin d'avoir une réponse, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose en lien, enfin je veux dire un diplôme S truc muche en lithothérapie pour pouvoir dire telle ou telle pierre. Et comme je le dis toujours, c'est votre travail à vous. Cela ne s'applique pas au voisin, à la copine, etc. Une fois qu'on a fait ce travail, c'est pas parce qu'on l'a fait qu'on a le pouvoir sur notre meilleur ami ou sur un groupe de copains. Non, c'est le nôtre, point. Ce dont nous devons ce que nous devons commencer à intégrer, c'est que le travail est personnel et, et nous n'avons ni à dire quelle pierre correspond à la personne que nous connaissons, quel est l'animal de pouvoir de la personne X lambda, de la voisine ou de la boulangère, et quelle est la plante qui le convient. C'est elle-même qui doit le trouver. Les gens qui s'intronisent chaman et qui vous disent ton animal de pouvoir, c'est ça, ta pierre de pouvoir, ça va être la turquoise matinée de je ne sais quoi, et ta plante de pouvoir, je ne sais pas, c'est le chardon, ben, ce ne sont pas des chamans. Ce sont des gens qui ont tout faux. Voilà, tout simplement. Parce qu'ils prennent du pouvoir, ils s'octroient le droit de vous dire quelque chose, et comme nous, on va se dire on n'est pas au courant, ou on n'a pas cette connaissance et on a envie de demander l'autre qui l'a, ben, du coup on se rend vulnérable, et en plus on lui donne du crédit en pensant qu'il a raison. Moi, le nombre de fois où j'ai vu un jour, je suis arrivée il y a quelques années, je faisais un atelier sur Paris, et puis, j'ai une de mes amies qui dit, ah ben non, ça m'intéresse quand même. J'ai fait pas mal d'ateliers avec des chamans que je connais pas dans sa région. Et elles m'ont dit, alors elle avait fait quelque temps auparavant,
Et on lui a dit, bah toi, il y avait deux femmes dans l'atelier qui lui ont dit, mais toi, ton animal de pouvoir, t'en as deux, c'est ça et ça. Je lui ai dit, écoute, j'en sais rien. Et même si je le savais d'ailleurs, je ne le dirais pas, mais ça c'est autre chose, ça me regarde. Je veux dire, tu fais ton voyage et tu verras bien ce que tu as comme résultat. Et quand elle est sortie du voyage, elle m'a dit, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a dit. Ben, je dis, tu vois. Voilà. Et c'est ça qui est important. Parce que quand il est possible, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Moi, j'ai fait des ateliers, notamment chez Regina, qui a le rayon magenta sur Paris. Elle est spécialiste dans les pierres. Et donc, je faisais régulièrement des ateliers chez elle. Je louais sa salle. On est d'ailleurs amis, hein, et une fois, dans un atelier, j'ai vu des personnes, bon, tout le monde était allongé pour faire les voyages, etc. Et à ce moment-là, j'ai vu une véritable ménagerie dans la salle, parce que à côté de chaque personne, il y avait son ou ses animaux de pouvoir. Alors, je vous dis pas, ça faisait un sacré mélange. Alors, évidemment, on peut voir les animaux de pouvoir. Si on a une certaine vision, on peut voir. Mais ça ne nous donne absolument pas le droit de dire à la personne, ton animal de pouvoir, c'est le zèbre ou c'est le lion. Parce que l'animal de pouvoir, déjà et d'une, c'est un abus de pouvoir. Et deuxièmement, l'animal peut s'être présenté sous une forme et n'est pas forcément cette forme-là pour se présenter à une galerie, entre guillemets. Donc, il faut toujours être extrêmement prudent. Et le but dans le chamanisme, ce n'est jamais de prendre le pouvoir de l'autre. C'est de lui permettre de récupérer son propre pouvoir. Donc, pour répondre à ta question, c'était un peu long, Samy, c'est non, nous n'avons pas besoin d'être spécialistes des pierres. Voilà. Bien, merci. Est-ce qu'il y a une question avant de démarrer un petit voyage? Par rapport au, Natacha, Hmm. par rapport à ceux qui se disent chamans, le problème c'est qu'il y en a plein les salons de bien-être. Probablement, oui. Ouais. Mon ami me disait, heureusement que tu n'es pas venu au salon de bien-être qu'il y avait dans la région le week-end dernier, parce qu'il y avait un couple de soi-disant chamans avec un joli tambour qui parlait d'animaux totems. Alors là, ça aurait hérissé tes cheveux. Oui, bien sûr. Et qui racontait des choses incroyables. Je lui ai dit, tu sais, quand tu en vois un comme ça, faut leur poser 6 questions, les 6 questions dont tu nous as parlé là. Mais bon, elle connaissait pas, donc elle l'a pas fait. Elle m'a dit, heureusement que tu n'étais pas là parce que ça aurait déclenché. J'aurais eu du mal à rester tranquille, c'est sûr. Oui, mais bon, c'est juste que chacun a son niveau, quoi. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est que certaines personnes vont faire tellement confiance Voilà. à d'autres qui sont des gourous et ils vont se retrouver avec, ben, on va dire peut-être pas. Et peut-être que ça va être une belle expérience, mais ils vont se retrouver avec on va dire certains problèmes, notamment quand on fait des Oui. voyages chamaniques, s'il n'y a pas suffisamment de protection, etc. Voilà. Et, hum, et de toute façon, aussi une question, si jamais vous êtes dans un groupe et on vous pose une question, ou même en termes privés, quand on vous demande, mais qu'est-ce que c'est ta pierre de pouvoir? Qu'est-ce que c'est ton animal de pouvoir ou ta plante de pouvoir? Vous n'avez pas à répondre. C'est un abus de pouvoir. Alors, évidemment, la plupart du temps, les personnes ne savent pas qu'elles font un abus de pouvoir. Elles sont curieuses. On est tous doués de curiosité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, un homme est doué d'esprit d'investigation, la femme, elle est curieuse. C'est pas la même chose. Bon, c'est exactement la même chose. C'est une manière différente de présenter les choses. Non, nous sommes des êtres curieux, donc on a envie de savoir quelque part. Mais non, on n'a pas à dire. Si jamais vous avez un animal de pouvoir depuis longtemps qui vous accompagne, etc., si cet animal vous donne le droit, l'autorisation de parler de lui, si jamais un jour vous avez quelqu'un que vous connaissez bien, vous pouvez, évidemment, si l'animal de pouvoir vous a donné l'autorisation, dire, bah, tiens, mon animal de pouvoir, c'est l'ours ou c'est le tigre ou c'est je ne sais quoi, le colibri. Peu importe, vous pouvez le faire, mais avec de la prudence parce que dans le domaine chamanique, ce qui se passe,
c'est qu'on vole les animaux de pouvoir, les plantes de pouvoir et les pierres de pouvoir des uns et des autres. Ça se fait. Donc c'est pour ça, c'est une énergie. C'est une énergie qui vous permet telle et telle et telle chose. Et c'est une énergie qui se trouve. Alors, vous allez dire, oui, mais si l'animal n'est pas d'accord. Parce que on voit l'animal de pouvoir comme étant à l'extérieur, ou la plante de pouvoir, ou la pierre de pouvoir, comme étant à l'extérieur de nous. Ce qu'il faut savoir, c'est une énergie qui fait partie de notre corps énergétique et donc intégrée à notre corps énergétique. C'est une énergie que nous avons activée. Si nous activons par exemple l'énergie du tigre, elle se situe dans notre corps énergétique et là où les énergies sont activées, ça se passe dans le plexus solaire. Et évidemment, si cette énergie a été activée, filament énergétique activé veut dire que quelqu'un peut venir et récupérer ce filament énergétique s'il a suffisamment de pouvoir. Voilà. C'est pour ça qu'on peut voler des animaux de pouvoir. Oui, mais à condition qu'il sache qu'on l'a. Ah ben bien sûr. Et comment peut-il le savoir si on ne le dit pas? Niet. Mais si on Oui. le dit, genre la tête enfarinée, ah moi j'ai ça et ça et ça, si la personne est suffisamment douée, elle peut aller prendre cette partie énergétique. Et on les garde tous, ceux avec lesquels on a travaillé là l'autre Ah fois. ben, si on fait un travail sur, enfin, si on les alimente, si on a une communication avec eux, il n'y a pas de problème, hein. Oui, oui, Aucun oui, problème. oui, oui. Voilà. Ça te va bien ton... Alors, je sais pas si c'est un pull ou un t-shirt orange. Ça te met de la lumière. Ça te fait rayonnante, Marilène, aujourd'hui. Oui, merci. Ça Oui. vient de parce que j'ai fait mon marché, là, je suis en pleine forme. Oui. Le orange, je trouve que c'est une couleur extrêmement lumineuse Oh, et souvent ça va très très bien aux personnes quand elles mettent du orange. Ça donne un côté joyeux. D'ailleurs, c'est pas pour rien dans les publicités. Quand les couleurs sont une symbolique, hein, on ne s'éloigne pas vraiment de notre thème, mais si vous voulez, dans les publicités, on utilise le orange en général pour amener l'idée de jeunesse, de vitalité et de force et de puissance. Et regardez souvent quand on met en scène des jeunes qui sont en train de faire une activité sportive, etc. Ils sont pas en vert cacadois, ils sont en orange. Toutes Ouais. les couleurs très lumineuses et notamment le orange. Orange, vitalité, vie, lumière et soleil et jeunesse. Voilà. Et non, ça te va très bien. je me sers des couleurs qui donnent cette tonalité que j'ai envie de l'avoir. Je mets du orange. Oui, Voilà. ça, tu as bien fait.